Bon, la microflore du sol, c'est vrai que bon, les bactéries, les champignons, donc vous avez un exemple de diff de champignons en haut, puis en bas des colonies de bactéries. Hein, donc on est, vous voyez, dans le domaine de l'infiniment petit, du micromètre, hein, donc de millième de millimètre. Hein. Et voilà, ces petites communautés, bah, finalement, sont extrêmement importantes parce qu'elles participent à la dégradation de tout ce qui est résidus, effluents, engrais verts, molécules phytosanitaires, hein, justement. Et donc en dégradant tout ça, bah, elles vont libérer l'azote, le phosphore, le soufre, hein, qui sont contenus dans les matières organiques du sol. Elles vont participer, notamment les champignons, vont participer au processus d'humification, hein, dans les sols, donc la formation d'humus. On sécréter tous ces polysaccharides, hein, dont on parlait tout à l'heure, hein, ces sucres complexes qui stabilisent la structure du sol. Donc, bon, dans l'aspect microbiologie, on a aussi les mycorhizes, on a aussi les bactéries qui sont dans les nodosités, donc voilà, des pourvoyeurs finalement d'éléments nutritifs pour les plantes. Bon, et puis voilà, certainement plein d'autres qu'on oublie, comme monsieur le disait. Et puis, éventuellement aussi, hein, un certain nombre de pathogènes. Il ne faut pas non plus occulter cet aspect-là, hein, lié à certains champignons du sol, hein, qui peuvent être parasites, par exemple. Alors, l'activité microbienne, finalement, les principes sont assez simples, finalement, hein, pour que ça fonctionne. Il faut à manger, hein, un substrat dégradé. Ça doit être mis au contact du sol, parce que finalement, le sol, c'est quoi? C'est quand même un réservoir de germes. Et quand on disait le déchômage, le déchômage, c'est pas un coup de glyphosate et puis je détruis ce qui pousse. C'est bien, je couche et je mélange le sol et les résidus végétaux pour que les bactéries et les champignons qui sont dans le sol, ils soient mis au contact des résidus, puis ils aident à la dégradation de ces résidus. Hein, donc c'est l'aspect inoculation. Et puis il faut des conditions propices, hein, au niveau du milieu, donc notamment de température, humidité, pH, structure du sol, tout ça. Hein, parce que la microbiologie du sol, ces aides sont des aides de très petite taille et du coup, ils ne sont pas capables, comme un ver de terre, de se faire leur chemin. Donc ils dépendent vraiment de la qualité de la structuration du sol. Ils ne font pas la structure du sol, hein, ils la subissent plutôt. Et donc c'est pour ça qu'ils peuvent être impactés par la structure. Et donc, quand on a tout ça, voilà, naturellement, les populations de bactéries, de champignons vont se mettre à se développer. Quand elles n'auront plus à manger ou que les conditions seront trop dures, tout ça, ça va être au ralenti, etc. Hein, c'est relativement simple. Donc, tout ce qui est minéralisation, notamment, ça a été étudié. Hein, et donc, notamment, il y a des lois, hein, qui permettent de comprendre l'effet de la température et de l'humidité sur le fonctionnement de la vie du sol. En gros, quand vous prenez 10 degrés, vous multipliez la vitesse, hein, de minéralisation par 3. Donc, pour exprimer les choses autrement, un jour à 25 degrés du mois de juillet, ça vaut 3 jours, je veux dire, à 15 degrés du mois d'avril, et ça vaut 9 jours à 5 degrés du mois de janvier, hein, pour un peu. Donc le temps, voilà, il s'étire, hein, je veux dire, en hiver, et puis il s'accélère en été. Hein. Tout va beaucoup plus vite avec la température. Hein, donc, multiplié par 3 quand vous prenez 10 degrés Celsius. Et l'humidité, c'est un peu différent, c'est-à-dire que le potentiel de fonctionnement, il est optimal quand le sol est bien humecté, hein, ce qu'on dit proche de la capacité au champ, qui, voilà, il n'est pas gorgé d'eau, hein, il n'est pas saturé d'eau, mais voilà, il est bien humecté. Hein. Et quand vous avez un sol qui est hyper sec, hein, donc ça descend linéairement, et le potentiel de minéralisation, il est affecté de 80%, c'est-à-dire qu'un sol complètement sec minérise 20% d'un sol bien humecté, à la même température. Hein. Donc quand on connaît ces fonctions-là, on peut créer ce qu'on appelle des jours normalisés, et puis essayer de modéliser comment fonctionne la minéralisation du sol. Alors c'est un outil d'ailleurs qui a été développé en France, qui a été testé chez vous, hein, on avait participé à ça, qui s'appelle Azofert, hein, qui justement calcule de façon dynamique la minéralisation du sol en prenant en compte l'effet du climat réel avant les mesures de reliquat, et puis il prend un climat moyen pour ce qui se passe après les mesures de reliquat. Alors je ne sais pas si tout ça, ça vous parle, mais en gros, si vous avez eu un été, un automne très défavorable à la minéralisation, il va vous faire travailler au ralenti les apports qui ont eu lieu depuis l'été. Si vous avez eu des conditions super propices, il va vous faire bien minéraliser. Donc voilà, c'est des concepts qui permettent justement justement avec les données météo de mieux prédire l'évolution des matières organiques du sol, des résidus de culture, des apports d'effluents, etc. Donc voilà, quand vous faites des reliquats, classiquement, comme nous, vous avez des estimations de la minéralisation qui sont faites, un conseil de fertilisation, avec des calculs de minéralisation qui sont faits via un coefficient qu'on appelle le K2, c'est le coefficient de minéralisation de votre sol, qui dépend du taux d'argile et du taux de calcaire. Plus il y a de l'argile, plus il y a du calcaire dans le sol,
et plus c'est défavorable à la minéralisation parce que ça protège les matières organiques. Plus vous avez de matière organique ou d'azote organique, bah, au contraire, bah, plus ça peut libérer d'azote, puisque forcément c'est ça qui est attaqué par les bactéries pour être dégradé. Et puis vous avez aussi un peu le système de culture, les arrière-effets d'éventuelles prairies, de restitution de matière organique, de cipants, qui vont éventuellement venir booster la minéralisation de votre sol. Ça, c'est l'estimation classique qui est faite au jour d'aujourd'hui. Et on s'aperçoit qu'en fait, cette estimation, bah, elle est quand même pas terrible. Et en général, quand on regarde ce que prédisent les modèles avec ce qu'il se passe vraiment dans les sols, quand on fait des mesures, on est souvent très très déçu. La corrélation, elle est pas terrible. Et voilà, une des voies d'amélioration possibles, ce serait justement d'arriver à prendre en compte la biomasse microbienne, d'arriver à prendre en compte le fonctionnement biologique du sol ou la partie active de l'humus du sol, ou éventuellement, pourquoi pas, la structure du sol, pour essayer de prédire plus finement la minéralisation du sol. Donc, bon, il y a quelques travaux qui existent. Je sais que les Bretons, ils ont complètement retravaillé leur calcul de minéralisation avec des référentiels locaux qui incluent des mesures de biomasse microbienne et ils ont pas mal amélioré leur prédiction de minéralisation grâce à ça. Donc, c'est vrai que de la vie dans le sol, il en faut, c'est bien, mais il en faut pourquoi? Et c'est vrai que c'est un peu la question qu'on doit se poser aussi, c'est la finalité de tout ça et toute cette connaissance qu'on a sur la biologie des sols, quelle partie on peut en tirer au niveau de l'agriculture, quoi. Alors, autre question, c'est la dégradation des apports organiques qu'on fait au sol. Donc là, c'est différents travaux. Donc à gauche, de l'INRA d'ailleurs, des résidus de colza, mûrs, qui ont été mis dans 2 types de sols, un limon et une craie. Et vous voyez que la dégradation, les dégradations, elle est mesurée par la libération de CO2. En fait, quand on dégrade la matière organique, et ben finalement, on dégage du CO2, et la partie qui n'est pas dégradée, en fait, c'est la partie qui est stable, qui va rester dans le sol et qui va éventuellement faire de l'humus. Et donc, vous voyez que à température et attention, c'est important, et humidité identique, entre un limon et une craie, les résidus de colza se dégradent à la même vitesse. Autre exemple, avec des résidus de seigle jeune en sol cultivé, en forêt, en prairie, vous voyez que même condition d'humidité, de température, ça évolue à la même vitesse. Donc finalement, c'est pas le type de sol qui influe. Le type de sol, il peut jouer sur le réchauffement ou bien sur le profil hydrique du sol. Mais une fois qu'on est dans les mêmes conditions de température, humidité, le type de sol, il n'a pas trop d'influence sur la vitesse de dégradation. Ce qui influe sur la vitesse de dégradation, c'est la composition biochimique de ce qu'on restitue au sol. Donc là, c'est graphique de gauche, c'est différentes cinétiques, on appelle ça les cinétiques, c'est au laboratoire, dans des conditions de température contrôlées. Donc là, à 28 degrés pour que ça aille plus vite, sinon il faut attendre longtemps et ça coûte plus cher. Donc on met différents résidus et on contact avec du sol. Et par rapport à un témoin qui a perçu ce résidu, on voit comment le carbone de ce résidu se dégrade. Donc quand il se dégrade qu'à 30%, finalement c'est que c'est une matière organique qui est plutôt stable. Quand il se dégrade à 60%, c'est au contraire une matière organique qui se dégrade très vite et du coup qui n'aura pas beaucoup d'arrière-effets ou d'effets humus. Alors le carbone, l'azote, ça réagit aussi très différemment, vous voyez, mais donc entre les deux, il y a le rapport C sur N qui interfère, donc c'est un petit peu, voilà, je passe les détails, mais c'est un peu, les courbes sont un peu plus chahutées, et en fait l'allure de ces courbes, en fait le taux de minéralisation du carbone et la vitesse de minéralisation, en fait ça dépend de la composition biochimique de la matière organique, et donc ça dépend en fait, on peut fractionner le carbone en fait des matières organiques, ou même en fractions qu'on dit solubles. Alors là, si on imagine soluble, c'est très rapide, c'est du sucre, je veux dire, c'est hyper rapide à assimiler. En hémicellulose et en cellulose, donc ça c'est des produits comme les pailles, extrêmement faciles à dégrader. Et puis on le fractionne en lignine. Donc la lignine, compartiment très très dur, comme les terpènes, les stérols, etc. Des matières organiques très très difficiles à dégrader. Et donc il y a des équations qui existent et qui permettent en fait de relier ces 4 fractions de la matière organique avec ce qu'on appelle l'indice de stabilité de la matière organique. C'est un indice qui va de 0 à 100% et qui donne à peu près le pourcentage d'humus qui sera créé par votre résidu organique. Si votre indice est de 80%, ça veut dire que votre matière organique elle est stable à 80%. Si vous en mettez 3 tonnes de matière organique à l'hectare, il y a 80% qui va rester sous forme d'humus, et inversement. Donc voilà, les profils sont très très différents des matières uniques en fonction en fait, de leur composition, de la composition des tissus. Et ça, c'est assez intéressant, en fait, c'est notamment pour prédire les cinétiques de minéralisation. Quand on a des produits organiques, vous savez qu'il y a des produits qui travaillent vite, d'autres qui travaillent moins vite. Donc il y a déjà la partie azote ammoniacale qui est dans le produit, donc ça,
Si le produit en contient, c'est forcément quelque chose qui va être rapidement assimilable s'il n'est pas volatilisé. Dans les lisiers, dans les fientes de volaille, il y a beaucoup d'azote ammoniacal. Et après, la grande interrogation, souvent, c'est de dire comment la partie organique de mon effluent, de mon fumier, elle va travailler, ou de mon compost, etc. Et là, les familles de produits ont vraiment des comportements très très différents. Si vous prenez des bouts de papeterie, certains composts, c'est plutôt des pièges à azote, c'est-à-dire que là, vous avez une échelle de temps, ici sur les abscisses, de jusque 250 jours normalisés. Donc ça, c'est 200 jours normalisés, c'est déjà une année calendaire, c'est déjà 350 jours calendaires. Une année, 200 jours normalisés, c'est 200 jours à 15 degrés et le sol a capacité au champ. Donc vous voyez qu'au bout d'un an, la boue de papeterie, elle a fait que consommer de l'azote, elle n'est même pas revenue en positif. Quand vous avez les composts de déchets verts, ils sont aussi un peu pièges à azote au départ, et puis mettent très très longtemps à fournir quelque chose. Les composts de fumier bovin, ils sont un peu également dans ce schéma-là, la courbe orange, c'est-à-dire un peu dépressif au début, puis une minéralisation très faible. Le fumier, quand il est frais, c'est là qu'il a le meilleur effet azote. Le fait de le composter, finalement, on balance dans l'air de l'azote ammoniacal, et au final, on perd de l'effet azote. Donc là, on est sur un produit en verre qui relargue lentement et de façon régulière, vous voyez, pour finir par relarguer 20-30% de son azote organique en un an. Et puis vous avez des produits beaucoup plus coup de fouet, beaucoup plus rapides, comme tout ce qui est vinasse, bout d'épuration, effluent de volaille en général, c'est des produits avec une cinétique de relargage assez rapide. Tout ça parce que voilà, c'est la biologie du sol qui fait fonctionner, mais la composition de la matière organique, en fonction de différents types de produits, elle est plus ou moins facile à dégrader, et du coup l'effet azote il est plus ou moins rapide. Voilà, donc un peu les exemples d'applications qu'on peut avoir. Alors autre aspect aussi, classique au niveau de l'activité biologique dans les sols, c'est que plus on est en surface et plus il y a d'activité biologique, plus on va profond et moins il y a d'activité biologique. Alors c'est pas inerte, je veux dire ce qui se passe en profondeur, mais malgré tout, que ce soit les bactéries, les champignons, même les bactéries anaérobies, vous voyez, il y en a plus en surface, là où c'est le plus aéré qu'en profondeur. Et derrière, ça m'amène un peu à la réflexion suivante, c'est que les résidus, ils évoluent toujours mieux quand ils sont laissés à faible profondeur ou en surface que de les enfouir, notamment dans un labour en conditions grasses. Alors certes, on se débarrasse d'une contrainte, de résidus de maïs grain ou de betterave, etc. Mais on va les enfouir en profondeur,